Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Skills for All où on va parler de référentiels et de meilleures pratiques de façon à ce que vous ayez très rapidement une vue de ce qu'ont à vous offrir les différents référentiels comme ITIL, comme COBIT, comme la gestion de projet, la gestion de programme, etc. de manière à ce que vous puissiez en faire un usage rapide et éclairé. Alors en fait, j'ai repris une chaîne de valeur d'entreprise tout à fait classique, telle que vous l'avez sous les yeux, en partant des grands étages de gouvernance et jusqu'aux aspects les plus opérationnels de l'IT, puisque principalement dans Skills for All, on va beaucoup parler de gestion de services informatiques, et puis de gestion de projet également. Et donc là, j'ai repris en fait la charge dont étaient en charge les étages de gouvernance, où derrière la gouvernance, vous savez, on a principalement l'idée de transparence. C'est-à-dire, on dit qui est responsable de quoi, clarifier les rôles et les responsabilités, quels sont les objectifs stratégiques, et puis qu'on va décliner ensuite en stratégie et puis en tactique. Bref, quand on parle de gouvernance d'entreprise et de grande direction d'entreprise, on commence par définir quelle est la vision de l'entreprise, c'est-à-dire quel est l'état futur souhaité, idéal, à terme, qu'on souhaite atteindre. Par exemple, on parle souvent de la vision comme étant une carte postale du futur. C'est-à-dire on est dans 10 ans et puis on s'envoie une carte postale à aujourd'hui pour dire bah voilà quelle est la situation. On est les leaders européens de la voiture d'occasion dans le segment des particuliers. Et puis voilà, on a tel pourcentage de chiffre d'affaires, etc., etc. Et ça nous permet d'avoir une ligne de mire, d'avoir comment dire, la lumière vers laquelle se diriger, si on peut s'exprimer comme ça. Et à partir de là, on va définir quelles sont les missions de l'entreprise, c'est-à-dire l'ensemble des métiers, des compétences qu'il faut acquérir pour pouvoir atteindre la vision. Une fois qu'on a ces différentes missions, par exemple si on reprend l'exemple de notre vendeur de voitures pour les particuliers, c'est de maîtriser peut-être l'achat de véhicules d'occasion ou l'achat en groupe de véhicules neufs auprès des constructeurs. C'est peut-être aussi maîtriser du financement, faire des offres de services. Bref, les différents métiers, les différentes compétences à acquérir, à maîtriser pour pouvoir remplir cette vision. Ensuite, on va matérialiser les grands jalons par lesquels il va falloir passer pour arriver jusqu'à l'état futur de l'entreprise, la vision. Et connaissant ces jalons, il va falloir qu'on se mesure et donc on mette en place des objectifs qui vont nous permettre de mesurer notre progression dans l'atteinte de cette vision, qui sont des objectifs qui doivent être mesurables. Donc on dit qu'ils sont SMART, spécifiques, measurable, attainable, realistic et time-bounded. L'idée c'est qu'on puisse mesurer cette progression de façon à savoir si on va dans la bonne direction ou si on n'arrivera pas à atteindre la vision. Alors là, on a principalement parlé de fin. À partir de ce moment-là, on va commencer à déterminer des moyens et une stratégie. Les stratégies, c'est un moyen, en général à moyen long terme, c'est-à-dire 3-5 ans. Au-delà, c'est plus de la vision que de la voyance que de la stratégie. C'est quels sont les plans qu'il va nous falloir mettre en œuvre pour arriver à notre objectif final qui est la vision. Et puis tous les ans, on va décliner cette stratégie en tactique. Donc ça, c'est quelque chose d'annuel, la tactique, qui consiste à dire, voilà, on a un plan pluriannuel, cette année, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'action qu'on va mettre en œuvre pour atteindre au final la vision? Et bien sûr, l'idée, c'est de reboucler tous les ans sur cette vision pour savoir si elle n'a pas changé, si le métier de l'entreprise n'a pas évolué, si on n'est pas positionné sur de nouveaux segments, s'il n'y a pas des cas concurrents qui sont arrivés et qui ont bouleversé un petit peu les cartes. Bref, se reposer la question de la vision. Alors l'idée qu'il y a derrière cet édifice, c'est après de se dire, voilà, il faut que cet ensemble d'éléments, cette vision, cette mission, cette stratégie soit connue de tous. Et pour ça, il y a un outil qui est très puissant, un outil de communication, qui est le Balance Scorecard, qui est constitué de 4 grandes dimensions. Alors une dimension financière, bien entendu, le nerf de la guerre a son importance, mais ces résultats financiers, cette dimension, cette perspective financière, elle s'appuie sur une politique client. D'où vient l'argent? Évidemment des clients. Donc quelle est la politique client, quelle est l'orientation client que l'entreprise a choisi d'utiliser pour donner les résultats financiers attendus? Puis cette politique client, elle fonctionnera si on a des processus qui sont efficients, qui sont efficaces. Et ces processus seront efficaces si on a des ressources humaines qui sont compétentes, qui sont motivées à faire ce qu'on leur demande de faire. Et à ce moment-là,
il y a de fortes chances que les processus de l'entreprise fonctionneront bien, que ces processus permettront à la politique client de donner ses résultats, et notamment ses résultats financiers. Voilà, c'est ça le Balance Scorecard, c'est Norton et Kaplan dans les années 90 qui ont mis en œuvre cet outil, qui s'est beaucoup disséminé à travers les entreprises, et aujourd'hui, on considère que c'est le meilleur outil d'alignement stratégique qui permet de bien préciser les objectifs et la stratégie de l'entreprise, et qui devrait être connu de tous. Alors, à partir de là, j'ai les objectifs, j'ai la stratégie de l'entreprise. L'idée pour que je puisse articuler tout ça, c'est que j'ai une vue à 360 degrés de l'entreprise. Et ça, c'est tout l'objet des cursus de type MBA, où on va regarder mais à quoi sert la finance, comment ça fonctionne, quel est le rôle de la comptabilité, le rôle des ressources humaines, de la logistique, des ventes, du marketing. Bref, d'avoir une vue à 360 degrés de l'entreprise, de façon à bien comprendre comment est-ce qu'elle fonctionne et comment on va pouvoir articuler ensuite les stratégies, les tactiques qui ont été données par la direction générale. Alors c'est ça aussi qui va nous permettre de comprendre l'environnement. Ces fameux MBA nous permettent de savoir quelles sont les forces en présence, de comprendre ces forces, de savoir comment agir sur ces forces, en tenir compte, de manière à avoir une stratégie, à définir une stratégie qui va aller dans la bonne direction, dans la direction de l'atteinte des objectifs de l'entreprise. Alors on n'est pas obligé de faire un MBA pour avoir ces compétences-là, ces connaissances-là. Il y a des programmes courts qui existent. Par exemple, dans Skills for All, vous avez un programme de MBA allégé, un MBA Bootcamp, qui vous donne une vue de l'ensemble des grandes fonctions de l'entreprise sous la forme d'une chaîne de valeur, et de bien savoir comment positionner ces différentes fonctions de l'entreprise. À partir de ce moment-là, on a compris les grands objectifs de l'entreprise, on a compris l'entreprise elle-même. Après, il faut rentrer dans le métier de l'entreprise, le métier spécifique qui est celui de votre entreprise, qui peut être voilà, le métier de l'industrie automobile, de l'industrie aérienne, de sociétés de services, de la banque, de l'assurance, de l'agroalimentaire. Et comprendre ce métier, c'est visualiser l'entreprise, représenter l'entreprise sous une forme d'un réseau de processus. Parce que toutes les entreprises ont des clients, Dieu merci pour la plupart, ont du chiffre d'affaires à générer, ont des ventes à produire et puis à réaliser, et des produits, des services à produire, et des clients à contenter, à satisfaire. BPM dit, puisqu'il s'agit de ça, hein, l'entreprise c'est un réseau de processus connectés, il faut faire en sorte que ce réseau de processus fonctionne de manière fluide, qu'il n'y ait pas d'interruption, qu'il n'y ait pas de goulot d'étranglement, et qu'il n'y ait pas de dossier ou d'insatisfaction client qui ne soit pas traité. Et pour ça, BPM propose des modèles d'organisation d'entreprise qui sont particulièrement efficients et qui permettent derrière d'avoir un fonctionnement de l'entreprise le plus fluide possible. Ce fonctionnement de l'entreprise, bien sûr, sous forme de réseau de processus, est orienté dans une direction qui est bien claire, hein, qui est celle de la satisfaction du client. Et si je ne connais pas les besoins de mon client, comment est-ce que je peux les satisfaire? Évidemment. Hein. Donc l'idée, c'est de faire de l'analyse des besoins du client, et c'est le métier de business analyst. Ce métier qui peut s'appuyer également sur un référentiel qui s'appelle CBAP, Certified Business Analysis Professional, qui est un cursus, qui est une meilleure pratique, qui vient du Canada et qui a bien pris aux États-Unis et qui commence à essaimer en Europe, et qui permet de faire quoi? De comprendre les besoins des clients, de faire une expression de ces besoins et d'être capable d'identifier des opportunités d'affaires. Si je comprends ce qu'il vous faut, madame, monsieur le client, je vais être en mesure de vous proposer le produit qui va bien, et peut-être même plus. Auquel cas, je saurai certainement vous vendre des produits ou des services de manière plus efficace. Voilà, l'analyse business, c'est ça, c'est, voilà, au final, l'entreprise, elle est orientée vers la satisfaction du client, et donc il faut que je comprenne ses besoins, ses attentes. C'est tout l'objet de l'analyse business, et en relation avec BPM, c'est pour ça que je les ai représentés sous deux formes complémentaires dans le schéma. Alors là, je dispose de grands buts métiers. Hein, quand on parle de croissance de chiffre d'affaires, de réduction de coûts, on est sur l'entreprise. On parle de ces éléments-là au niveau de l'entreprise de façon générale. Mais qu'en est-il de l'informatique? Je veux dire, est-ce que c'est parce qu'on demande au niveau de l'entreprise de faire une réduction de coûts de 2%, 3%, qu'il va falloir pour autant que je réduise les coûts informatiques de 2-3%? Peut-être pas.
Il s'agit peut-être, pour alimenter la réduction de coûts de l'entreprise, du métier, il va peut-être falloir, au contraire, investir dans l'informatique, investir de nouveaux outils, peut-être, de nouvelles façons de travailler, de nouveaux services. Donc j'ai une déconnexion entre les projets, les objectifs métiers, les business goals, et les IT goals. Il se peut très bien que j'ai investi en informatique alors qu'on me demande de réduire les coûts. C'est logique parce que finalement le budget informatique ça représente qu'un pourcentage du chiffre d'affaires global. Dans les grandes entreprises de type banque, assurance, le budget informatique est aux alentours de 20-30% du chiffre d'affaires. Dans les entreprises industrielles ou du secteur de taille intermédiaire, on est sur 5-15% maximum. Ce qui fait que quand je fais une économie de 2% sur le budget informatique qui représente 10% de mon CA, je fais juste une économie de 2% sur le budget, 0,2%. Alors que quand je fais une économie de 10% sur les 80 autres restants, je fais une économie considérable de 8%. Donc il vaut mieux que je me concentre et que j'aide les métiers à faire une économie sur leur périmètre que ce que j'économise sur le métier de l'informatique. Et c'est toute la déconnexion, la différence qu'il y a entre les business goals et les IT goals. Alors comment je fais pour convertir des business goals en IT goals? J'utilise COBIT. COBIT, c'est le référentiel qui me permet de prendre ces fameux grands objectifs d'entreprise et de les convertir en objectifs informatiques. Alors c'est quoi un objectif informatique? C'est l'agilité. Par exemple, si je suis capable d'être plus agile dans mon système d'information, dans mon organisation informatique, je vais certainement être en mesure de mieux prendre en compte les besoins changeants des métiers, de pouvoir me réorienter de manière plus fluide, plus rapide par rapport à de nouveaux besoins exprimés par les métiers. Et puis la gouvernance des systèmes d'information, c'est adresser des composantes très importantes, comme l'apport de valeur de l'informatique au métier. Quelle est la valeur apportée par l'informatique au métier? Valeur tangible ou bien intangible? On va bien sûr parler pour la valeur tangible de coût, mais on va parler également de valeur intangible, comme la qualité des services informatiques, la qualité du service rendu. Mais si cette valeur, elle n'est pas également, on ne prend pas également en compte les risques liés à l'informatique, j'ai tout un pan de ma problématique informatique qui n'est pas adressé. Si je mets en place des services informatiques qui ne sont pas sécurisés, et auquel cas mon entreprise se retrouve avec, soyons fous, la liste de cartes bleues de mes clients sur Internet, là, évidemment, je vais perdre considérablement en image et en valeur. Donc la gouvernance, bien sûr, elle adresse la problématique de la valeur de l'informatique, mais également de la gestion des risques. Il ne faut pas que l'informatique amène plus de risques au métier que ce qu'elle n'en enlève. Vous avez également la problématique des ressources. Est-ce que je fais une utilisation efficace, efficiente de mes ressources à la DSI? Est-ce que mes ressources humaines, mes ressources matérielles, en énergie, etc., en matière, est-ce que je fais une utilisation de mes ressources qui est correcte? C'est un autre pan de la gouvernance des systèmes d'information. J'ai également la performance, le volet performance. Est-ce que je me mesure à la DSI? La mesure de la performance, c'est est-ce que je m'améliore? Si je ne me mesure pas, je ne sais pas si je m'améliore, si je vais dans la bonne direction. Donc se mesurer, gérer la performance, c'est un aspect également très important d'une direction informatique. Et puis enfin, il faut que cette direction informatique, elle propose des services qui sont alignés avec la stratégie de l'entreprise. La problématique de l'alignement, c'est une problématique très importante pour les DSI, pour être sûr de livrer le produit, le service, la fonctionnalité qui va bien en bon moment sous la bonne forme. COBIT offre une réponse pour prendre en compte ces 5 dimensions, en partant des objectifs métiers de l'entreprise et en descendant jusqu'aux objectifs informatiques. C'est un référentiel très puissant, c'est l'ISACA qui propose ce référentiel. Il est en libre téléchargement sur leur site, isaka.org, et sous peine de vous enregistrer, de recevoir quelques mails, vous pouvez prendre connaissance de ce référentiel-là qui est extrêmement riche. COBIT, c'est le tableau de bord, c'est l'outil quotidien du directeur informatique. Donc COBIT, lui, il permet de clarifier les rôles et les responsabilités, de traduire les business goals en IT goals, de monitorer, de contrôler la DSI, de façon à être sûr que le niveau de contrôle adéquat est posé sur la DSI et que les systèmes d'information, la DSI, fournissent la valeur, gèrent ses risques, mesurent sa performance, fassent une utilisation efficiente de ses ressources et fournissent des solutions qui sont alignées avec la stratégie de l'entreprise.
COBIT, c'est un outil extrêmement important qui va articuler les solutions informatiques dans l'axe des besoins business. C'est aussi COBIT qui va dire, mais attention, pour améliorer votre gestion de risque, votre performance, il faut que vous vous focalisiez sur la sécurité. Par exemple, COBIT va donner des objectifs vis-à-vis de la sécurité des systèmes d'information. COBIT ne dit pas comment faire les choses, il dit simplement, voilà, il faut que vous fassiez ceci, il faut que vous réalisiez ceci. COBIT dit quoi faire, mais il ne dit pas comment. Il faut donc s'appuyer sur un certain nombre de référentiels pour pouvoir répondre à cette question « comment ?» Et ce n'est pas une lacune, en fait. COBIT attire l'attention sur les points qu'il faut mettre en œuvre dans le système d'information, mais il vous laisse le choix de la meilleure pratique pour les mettre en œuvre. Ben, si on veut s'occuper de la sécurité des systèmes d'information, le meilleur référentiel qui s'occupe de ça, qui traite de cette question, c'est quand même ISO 27000, la famille de normes ISO 27000, qui explique en détail comment mettre en place un système de gestion de la sécurité, quelles sont les meilleures pratiques de gestion de la sécurité, ça c'est 27002, quels sont les risques liés à la gestion de la sécurité, ça c'est 27005. Bref, être en mesure de traiter de la question de la sécurité de la manière la plus efficace possible. Ça fait partie des objectifs de la gouvernance des systèmes d'information, bien évidemment. Toujours dans l'axe de COBIT, on va attirer l'attention sur les services fournis. Assurez-vous que les services fournis apportent bien la valeur, font une utilisation raisonnable des ressources de l'entreprise, et pour ça, le meilleur référentiel qui parle de ça, c'est ITIL. ITIL, c'est comment identifier, concevoir, mettre en œuvre une offre de services informatiques qui soit adaptée aux besoins des métiers, qui soit efficiente, sur lequel on puisse prendre des engagements et sur lequel on puisse avoir une vue en termes de contrat, de garantie et d'utilité. C'est également un référentiel qui explique comment améliorer continuellement l'offre de services, et c'est un des rares référentiels qui explique comment faire les choses. Il y a beaucoup de référentiels de normes qui expliquent quoi faire, mais ITIL explique, lui, comment faire les choses, et c'est un référentiel extrêmement détaillé, un des plus aboutis qui existe actuellement, et le plus abouti de manière tout à fait certaine sur la gestion des services informatiques. Alors, une fois qu'on a ça, on a des processus informatiques, et il faut qu'on s'occupe de leur efficience. Vous vous souvenez que dans la gouvernance, on attire l'attention sur l'utilisation des ressources et sur la performance. L'efficience des processus IT, c'est comment je fais en sorte que mes processus informatiques, comme par exemple une gestion d'incidents, comme par exemple une gestion de changement, une gestion de la demande, une gestion des fournisseurs, soient fluides, fonctionnent de manière industrialisée, la plus fiable possible, et fassent encore une fois une utilisation efficiente des ressources. On a un outil qui s'appelle LeanIT, qui traite de cette problématique-là, qui provient du Lean Management, qui lui-même provient de Toyota dans les années 50, dont on parlera tout à l'heure. Et le Lean dit, on va essayer d'identifier tous les gaspillages qui existent dans notre processus, et on va essayer de les éradiquer, pour faire en sorte que le processus soit fluide, et si mon processus est fluide, à ce moment-là, j'ai une efficacité, une efficience maximum dans mon processus. Voilà, tout ça c'est bien, mais à un moment donné, vous voyez, on commence à avoir un empilement vertical assez considérable, et il va falloir vérifier qu'à tout moment, cet édifice-là tienne debout verticalement. Et là, on va parler d'architecture d'entreprise. Il n'y a pas beaucoup de référentiels qui parlent d'architecture d'entreprise. On a le modèle du César de l'école centrale, on a le modèle de Zachman, qui était un collaborateur d'IBM, qui a mis en place un modèle explicatif de la structure des entreprises et de leur architecture dans les années 80. Mais le seul modèle vraiment abouti, international, connu sur la question de l'architecture d'entreprise, c'est TOGAF. TOGAF dit, attention, quand on parle d'architecture, on parle d'architecture avec un S, parce qu'il y a différents niveaux d'architecture. Quand on parle d'architecture d'entreprise, on a en fait 5 niveaux différents. On a l'architecture du métier, où on retrouve les processus métiers, les processus qui vont s'occuper de la vente, du marketing, du support, de tout ce que vous voulez. Et de quoi ont besoin les métiers? Ils ont besoin d'informations. D'informations sur les ventes, sur le chiffre d'affaires, sur les clients, sur les comportements clients, sur les produits, etc., etc. Information qui est nécessaire au métier pour prendre des décisions. Faut-il retirer ce produit du catalogue? Faut-il en créer un nouveau? Quel type de produit est-ce qu'il faut créer? Autant de questions qui ont besoin d'informations. Cette information, elle vient d'où? Elle vient d'applications,
qui manipule des données qui sont hébergées sur des systèmes. Ce qui constitue en fait un empilement de 5 couches différentes. D'abord, mes processus métiers, ces processus métiers qui ont besoin d'informations, informations qui sont fournies par des applications manipulant des données hébergées sur des systèmes. Et TOGAF dit, voilà, la difficulté c'est de garder alignées verticalement ces différentes couches d'architecture, c'est-à-dire que si je change quelque chose dans mes processus métiers, il va y avoir une conséquence dans mon référentiel d'information, une conséquence sur mes applications, sur mes données et sur mes systèmes. Et puis TOGAF dit, il faut aussi s'assurer qu'il y ait une homogénéité horizontale, c'est-à-dire que toute ma couche applicative soit cohérente, soit urbanisée. Et là, on va faire justement le lien avec l'urbanisation des systèmes d'information. TOGAF dit également que ma couche de données doit être homogène. Et là, on va faire le lien, par exemple, avec des référentiels de type Master Data Management. Il dit qu'il faut que vous ayez une couche d'information qui soit homogène. Et là, on va faire le lien avec COBIT. COBIT dit exactement, l'informatique est là pour fournir de l'information au métier. L'information qui va permettre de prendre des décisions, de l'information sécure, de l'information réelle, fraîche, pour qu'on ait autorisation de détenir, parce qu'évidemment on a des lois, des réglementations sur tout ça. Et donc COBIT dit, voilà comment faire pour délivrer de la bonne information aux métiers. Et les métiers, bien sûr, font une utilisation à travers leur processus métier, c'est-à-dire que on a le lien avec BPM, bien entendu, des business process de l'entreprise. Au niveau le plus bas, au niveau des systèmes, on fait le lien avec ITIL. Au niveau de l'infrastructure, il ne faut pas oublier que le deuxième I de ITIL signifie infrastructure. Et donc ITIL décrit le mieux comment mettre en place des services, une infrastructure dans un environnement de production de manière à permettre la délivrance des services derrière qui soient utilisés par les métiers. Donc TOGAF, c'est un référentiel qui permet d'aligner tout ça de manière stricte et permettre une transformation progressive de l'entreprise. C'est-à-dire avec des cycles de transformation réguliers, on va amener l'entreprise à se transformer et à répondre aux besoins changeants, bien sûr, des métiers. Derrière, voilà, de quoi va-t-on devoir s'occuper? Tout ça, bien entendu, c'est lancer des projets, c'est s'occuper de programmes, c'est s'occuper d'organiser la transformation de l'entreprise en livrant des produits et des services. Donc l'idée, c'est qu'on a besoin d'une gestion de projet. Une gestion de projet, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qu'il faut livrer et sous quelle forme pour pouvoir satisfaire les besoins des métiers. Alors, en gros, il y a deux grands types de référentiels de gestion de projet. On a deux grandes méthodologies de gestion de projet, qui sont les méthodologies classiques, où là, on retrouve PMP et puis Prince2. Et puis, on a les méthodologies agiles. Alors, on va revenir là-dessus, où on trouve principalement Scrum. Alors, c'est quoi une méthodologie de gestion de projet classique? Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un projet? Un projet, c'est quelque chose qui livre un produit. Quand je dis projet, je dis je livre un produit. C'est-à-dire en fait que je réalise un périmètre. On va appeler ça le scope du projet. Quel est le périmètre que je dois livrer, c'est la fonctionnalité que je dois livrer, le produit que je dois livrer, le service que je dois livrer, quelles doivent être ses caractéristiques. Ça, je vais le trouver dans le scope du projet. Et une fois que j'ai le périmètre à réaliser du projet, je vais en déduire les activités qui vont être nécessaires pour réaliser ce périmètre. On va parler de time. Et une fois que j'aurai les activités à réaliser pour ce périmètre, je vais en connaître le coût. Je vais savoir combien va me coûter ce projet à réaliser pour réaliser ce périmètre. Alors on voit bien que dans une gestion de projet classique, puisque là je suis en train de parler d'une gestion de projet classique, toute la difficulté réside dans l'expression du périmètre, du besoin. Si je me trompe dans mon expression de besoin, derrière les activités qui vont en découler ne seront pas correctes, les coûts qui vont être comptabilisés ne seront pas corrects, bref, mon projet ne tiendra pas la route. Toute la difficulté d'une méthodologie de gestion de projet classique, c'est de définir le périmètre. Et donc, c'est-à-dire déjà identifier les bonnes parties prenantes. Si je n'ai pas les bonnes personnes autour de la table, ils ne me feront pas une expression de besoin qui correspondra aux besoins réels de l'entreprise vis-à-vis du projet.
C'est là toute la difficulté des méthodes classiques. Après, quelle est la différence entre Prince2 et puis PMP, qui sont les deux grandes méthodologies pour parler de ça? Eh bien, c'est le niveau de certification. En fait, PMP, c'est un niveau de certification assez élevé qui justifie en plus d'un certain nombre d'années d'expérience, puisque si quelqu'un a un niveau Bac plus 4 et supérieur, il doit justifier de 4500 heures de gestion de projet pour être PMP. Et si la personne ne justifie pas d'un Bac plus 4, eh ben, elle doit justifier de 7500 heures de gestion de projet pour pouvoir passer l'examen PMP, qui est un niveau assez élevé. Alors, ça demande pas mal de travail personnel. Pour Prince2, c'est pas du tout la même chose. En fait, il suffit de passer la certification. Alors, il y a deux niveaux. Il y a le niveau fondation, il y a le niveau practitioner. Il n'y a pas de grande difficulté à l'obtention de cette certification. Et au-delà de ça, il n'y a pas de prérequis en termes d'expérience. Vous pouvez être tout nouveau chef de projet et vous certifier à Prince2. Une fois que vous disposez de l'expérience nécessaire, il y a tout intérêt à passer PMP parce que c'est une des certifications les plus reconnues, les plus recherchées sur le marché, parce qu'il y a vraiment un niveau qui est reconnu à cette certification qui a une grande valeur. Si je ne sais pas définir mon périmètre, il y a la vraie question, mais comment je m'y prends? Parce que si je ne connais pas mon périmètre, je ne vais pas être en mesure de définir le scope, donc le temps et les coûts. Et c'est là qu'interviennent les méthodologies agiles, où on dit, en fait, le périmètre, je vais le construire au fur et à mesure. C'est-à-dire que je vais commencer par livrer une fonctionnalité, et puis je vais avoir un retour de mon client, mon utilisateur, puis je vais en livrer une seconde, puis une troisième, puis une quatrième. Ce qui a comme intérêt de construire le produit, le service au fur et à mesure, et d'avoir un retour des utilisateurs au fur et à mesure qu'on construit le projet. C'est très intéressant, ça implique l'utilisateur dans l'expression de son besoin, ça le mobilise dans le projet, il voit des résultats, et du coup c'est des méthodes qui marchent très très bien pour le développement logiciel, mais également pour tout ce qui est développement de produits à cycle de vie court. Si on a des produits qui durent que quelques mois, ça ne sert à rien de mettre en place une méthodologie classique, on n'a pas le temps d'exprimer le besoin dans un cahier des charges, le scope, on n'a pas le temps de le formaliser. Par contre, ce n'est pas parce qu'on est dans une méthode agile qu'on fait n'importe quoi au niveau du temps. On a un mécanisme qui s'appelle le time boxing, où on a, en fait, le mécanisme de base, c'est une unité temporelle qui s'appelle un sprint, qui dure 30 jours et pas un de plus. Et dans ce temps imparti, on doit réaliser la fonctionnalité qui a été demandée. De la même manière que pour les coûts, c'est pas parce qu'on est en mode agile qu'on est open bar sur les coûts, on définit l'ordonnancement des fonctionnalités par rapport à un bénéfice sur cost ratio qui doit être pris en compte pour prioriser le lancement des différents développements de fonctionnalités. Donc méthode agile par rapport à méthode classique, l'idée c'est de dire, en méthode classique, je dois définir une expression de besoin bien précise, tandis qu'en méthodologie agile, je construis en fait mon produit au fur et à mesure que je le découvre, que je développe. Et c'est quelque chose de très très puissant dans ce cas de figure-là. Maintenant, il y a des projets, on sait bien tous qu'il y a des projets qui ne donnent pas les résultats attendus. Quand vous regardez des grands projets transversaux, par exemple les ERP, ce genre de choses-là, ils ne sont pas tous des succès, bien au contraire. Il y a une majorité de projets d'ERP ou de grands projets transversaux qui sont ni dans le périmètre, ni dans les délais, ni dans les coûts, parce qu'en fait, ce ne sont pas des projets. En fait, quand vous mettez en place un ERP, vous ne faites pas que déployer une application. Vous transformez l'organisation, vous transformez l'entreprise. Mais en fait, ça, ce n'est pas un projet, ça, c'est un programme. Un programme, autant un projet vise à délivrer un produit, un service, autant un programme vise à délivrer une transformation. Une transformation, c'est-à-dire qu'il y a tout un volet de la gestion de programme qui n'existe pas dans la gestion de projet, qui est celui dans l'accompagnement au changement. Dans une gestion de programme, on a du business change management. Gestion de programme, ça vise à délivrer une transformation, ça va plus loin. Donc je vais organiser la livraison des produits, des services livrés par les différents projets, bien entendu, mais c'est aussi faciliter l'appropriation des différents produits de projet. C'est garantir l'adéquation entre les différents services, les différents produits livrés par les projets et les besoins de l'entreprise. Donc gérer un programme, ça va bien au-delà de gérer un gros projet. Ça vise également à s'assurer que les produits sont appropriés.
Donc on a du business change management, on a des personnes très haut placées dans l'entreprise qui vont piloter les programmes, en général des personnes au niveau du board, du COMEX de l'entreprise, parce que les projets, les programmes, ça nécessite des investissements très importants, notamment les programmes. Et du coup se pose la question de la priorisation de ces différents projets et programmes. Et pour ça, on recommande de mettre en place une gestion de portefeuille. Gestion de portefeuille, c'est quoi? Le portefeuille, il a 3 objectifs. La gestion de portefeuille, elle vise à prioriser des investissements, à choisir entre différents projets et programmes qui vont permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. C'est prioriser les investissements et équilibrer les différents projets et programmes qu'il y a dans le portefeuille. Typiquement, voilà, je ne sais pas par quel programme ou projet commencer, j'ai un outil qui me permet de prioriser mes investissements, mes programmes, et de choisir, de lancer le projet, le programme qui va être le plus bénéfique pour l'organisation. Donc là, on parle pour la gestion de portefeuille de MOP, Management of Portfolio. Pour la gestion de programme, on parle de MSP, Managing Successful Programs. Et pour la gestion de projet, on l'a vu, le Prince 2, PMP. C'est très important de connaître la différence entre un projet, un programme et un portefeuille pour être sûr de taper dans la bonne méthodologie qui va adresser votre besoin. Et la question à se poser, c'est qu'est-ce que je livre en fait? Est-ce que je livre juste un produit? Projet. Est-ce que je dois accompagner la transformation de l'entreprise? Programme. Est-ce que je dois organiser des comités de priorisation, etc., de lancement de projets, de programmes? Portefeuille. Alors tout ça nous amène à la question, j'ai des processus, mais comment est-ce que je les améliore? J'ai des processus de production, j'ai des processus de vente, j'ai des processus IT, ils ne sont pas parfaits dès le premier coup. Comment je fais pour améliorer ces processus? Là, on a une méthodologie qui est extrêmement intéressante, qui est Lean Six Sigma, et qui vise, en fait, l'adjonction de 2 méthodologies, le Lean et puis le Six Sigma, comme son nom l'indique, qui va permettre de prendre un processus, n'importe quel type de processus, production, informatique, tout ce que vous voulez, et de l'améliorer. Et de l'améliorer sans cesse, d'être dans une démarche d'amélioration continue, pour être au plus près de la commande du client et être complètement conforme aux exigences des clients. Alors, le Lean et le Six Sigma, en fait, de quoi ça parle? Alors, pour être dans l'amélioration de processus, comme aurait dit la Palisse, il faut d'abord avoir un processus. Donc, il faut avoir un processus qu'on va traiter par le Lean Management d'un côté et ensuite par le Six Sigma. Il n'y a pas de dualité entre Lean et Six Sigma, ils adressent deux choses, 2 pans différents de l'amélioration continue. Le Lean, alors déjà c'est Toyota années 50, et le Six Sigma c'est Motorola années 80. Le Lean, lui, il dit, si vous avez un processus qui n'est pas fluide, eh bien, vous avez un problème de production. Dans les années 50, l'après-guerre, en fait, le Japon avait des problèmes de production automobile, ils n'arrivaient pas à produire suffisamment. Donc, ils ont cherché à fluidifier leur processus de production, parce que dans un process de production, par exemple automobile, si vous avez une étape qui n'a pas le même rythme que les autres, c'est cette étape-là qui imprime le rythme de l'ensemble de la chaîne de processus. Donc l'idée du Lean, c'était d'identifier tous les gaspillages dans le processus et ensuite de fluidifier ce processus. Les gaspillages, ce sont les causes de non-fluidité. En fait, les gaspillages, on en a majoritairement 7, on a le transport, on a l'attente, on a la surproduction, le surprocessing, enfin faire plus d'activités que ce qui est nécessaire, overprocessing, on a les mouvements, on a, etc., tout un tas de gaspillages. Et si on éradique ces gaspillages, eh bien, on va avoir une fluidité dans le processus qui est maximum. Donc le Lean adresse la fluidité du processus et les gaspillages. Ça a donné naissance au Lean IT quand on a un processus informatique, tout simplement. Le Six Sigma, lui, il dit quelque chose d'autre. Alors à l'origine, c'était Motorola qui avait des problèmes de qualité dans ses puces informatiques, ses puces électroniques. Et en fait, ils ont remarqué que ces problèmes de qualité, c'est-à-dire en fait l'apparition de défauts, étaient liés
au fait que le processus n'était pas maîtrisé. Il y avait de la variation dans le processus. En fait, il y a un lien direct entre les défauts générés par un processus et la variation du processus. Alors, comment se matérialise ce lien? En fait, imaginez, vous êtes une petite entreprise qui fabrique des barres métalliques d'une certaine longueur. Vous avez un gros équipementier automobile qui vous passe des commandes de centaines de milliers de pièces par mois, et il vous dit, moi je veux des barres métalliques de 200 mm de longueur. Mais par contre, jusqu'à 201 mm, je prends, à partir de 199 mm, je prends. Mais par contre, tout ce qui est au-delà, je ne veux pas en entendre parler. Si vous mesurez vos longueurs de barres métalliques en sortie de chaîne de production, bien entendu, elles ne vont pas être toutes alignées exactement sur les 200 mm. Il va y avoir des variations de longueur liées à la température du métal, à l'usure des outils de coupe, à la composition du métal, à tout un tas de paramètres. Et on voit bien ici, là je viens de faire une magnifique gaussienne qui vous rappelle certainement de bons souvenirs d'étudiants, il y a un lien direct entre le sigma du processus et puis le nombre de défauts qui est généré. Vous êtes bien d'accord que si le sigma, c'est-à-dire la variation de mon processus, augmente, eh bien je vais générer de plus en plus de défauts ici. Si j'ai une autre courbe qui est beaucoup plus étale, on voit que la variation est encore plus importante ici, on va générer énormément de défauts. Donc il y a un lien direct entre le niveau de sigma, c'est-à-dire la variation de mon processus, et puis le nombre de défauts générés. Et c'est tout l'objet justement de 6 sigma, c'est de dire on va faire en sorte de resserrer la variation du processus de manière telle qu'il va être tellement maîtrisé ce processus que je vais pouvoir faire rentrer 6 fois dans mes spécifications clients, les limites supérieures et inférieures sont mes spécifications clients, je vais pouvoir faire rentrer 6 fois ma courbe de Gauss en fait dans mes specs clients. C'est ce qui a donné naissance au 6 sigma. Et quand j'ai un processus tellement maîtrisé qu'il est au niveau 6 sigma, eh bien en fait je génère 3 défauts par million de pièces. C'est-à-dire si je sortais 1 million de barres métalliques de ma chaîne de production, eh bien je n'aurais que 3 défauts, 3 non-conformités dans mon processus. Donc on imagine bien qu'on arrive avec cette méthodologie Lean 6 Sigma, en fait à améliorer des processus alors originellement de production, des gros processus lourds et complètement transversaux à l'entreprise, et qu'on est capable de faire la même chose pour des processus informatiques. Vous prenez une gestion d'incident ou une gestion de changement, vous pouvez très bien faire du Lean et du 6 Sigma dessus. D'ailleurs, le process owner de ce genre de processus devrait mettre en place des outils de 6 Sigma. Je vous encourage à regarder tout ce qui est chez nous en termes de formation 6 Sigma sur Skills for All. On a tout un cursus très intéressant à ce sujet qui va vous donner de nombreux outils. Voilà, on arrive presque à la fin, l'idée après, mais tout ça, quand est-ce qu'on parle de changement? Quand est-ce qu'on parle de changement organisationnel? Quand est-ce qu'on parle de changement humain? Et comment est-ce qu'on adresse ce changement? Eh bien là, on a des lectures qui parlent de gestion de changement organisationnel et humain. On a M. Kotter qui a publié un livre là-dessus, Leading Change, qui est une référence dans le domaine de l'étude du changement organisationnel, John Kotter. Et puis on a d'autres livres, comme par exemple Making Sense of Change, qui est un excellent livre sur la gestion du changement organisationnel et humain, qui met en avant le fait qu'on a plusieurs types de changements. On a des changements organisationnels où finalement l'entreprise elle est vue un peu comme une machine. C'est-à-dire si on doit changer le type de produit qui sort de la machine, on va appuyer, on va tourner sur un certain nombre de boutons. Donc l'entreprise est vue comme une machine et la transformation de l'entreprise, c'est en fait une histoire de réglage. Par contre, quand on est dans une entreprise où on veut bouleverser les habitudes de l'entreprise, où on veut faire un changement culturel, là, c'est plus du tout le même type de changement, c'est un changement de type organique, où en fait, on va agir sur les relations de pouvoir, sur l'influence des différentes parties prenantes les unes sur les autres. Et là, il faut un autre attirail pour gérer le changement. Il nous faut par exemple des change agents, c'est-à-dire des agents des relais qui vont aider à l'appropriation des nouvelles méthodologies, de la nouvelle façon de voir de l'entreprise, de manière à irriguer l'entreprise dans toutes ses ramifications et être en mesure de l'influencer jusqu'au plus près des activités opérationnelles. Et ces change agents,
Également, remontent des informations de baromètre social, d'organisation aux change leaders qui pilotent le changement. Donc il y a des tas d'outils, de techniques, de méthodologies pour également adresser la problématique du changement organisationnel, sachant que le changement, ce n'est pas une surprise, hein, va rencontrer de la résistance. Hein. Celui qui pense qu'il ne recevra pas de résistance lorsqu'il imprime un changement ou lorsqu'il lit un changement, bon, c'est se faire un peu, c'est être dans un autre monde, parce qu'on sait bien que la façon naturelle de tout animal sur Terre d'adresser la peur de l'inconnu, qui représente le changement, c'est de résister. Donc, adresser le changement, c'est tout simplement impératif dans une gestion d'entreprise, dans une transformation d'entreprise, et il faut que ça soit prévu dès le départ, d'où les différentes lectures dont je vous ai parlé. Il en existe bien sûr de nombreuses sur le sujet. Il ne faut pas hésiter à en prendre connaissance, parce que la résistance au changement peut faire tout simplement basculer le projet du bon côté ou dans le côté obscur. Hein. Évidemment, on a tous connu ça. Voilà. Donc en quelques mots, les différents types de référentiels, à quoi est-ce qu'ils peuvent vous servir? N'hésitez pas à regarder les cursus de Skills for All. Vous avez des formations qui traitent à peu près de tout ça et qui vont certainement vous apporter beaucoup de valeur. Donc surtout, n'hésitez pas à regarder, faites-vous une idée et faites-nous des retours. On est très friands de vos retours. Je vous remercie, à bientôt.